incarner une droite libérale, pro-européenne, dans un parti qui parfois prône le retour d'une droite populaire et pas très libérale, justement. On y reviendra. Mais d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec la tribune de Marlène Schiappa, hier dans le JDD? Selon elle, l'article de Magazine qui révèle l'ancienne plainte pour viol contre Nicolas Hulot, classée sans suite par la justice, serait irresponsable et au final ne servirait pas la cause des femmes. Vous êtes d'accord avec elle? Écoutez, je pense que cette tribune est un jugement de valeur un peu sur ce qui serait du bon et du mauvais journalisme. Donc de ce point de vue-là, je partage pas cette approche. Après, il y a cette volonté qu'elle énonce de vouloir dissocier le fond des affaires, les problèmes judiciaires. Et je me mets à sa place. Elle doit être un petit peu mal à l'aise en ce moment, puisque dans son périmètre, évidemment, elle doit être gênée qu'il y ait deux affaires simultanées sur deux membres du gouvernement éminents, que ce soit l'affaire Darmanin ou l'affaire Nicolas Hulot, et c'est en cela qu'elle a voulu probablement clarifier sa position et le fait que certains lui reprochaient son mutisme. Là où elle a raison, c'est que je crois quand on est ministre, on n'est pas obligé de parler de tout et tout le temps, et que c'est bien de ne s'exprimer que sur son périmètre de responsabilité. Un responsable politique ne doit pas apprécier la justesse d'un article de presse. Vous trouvez que c'est déplacé dans le fond ? Je pense qu'il faut, là encore, respecter le travail de chacun, respecter aussi la liberté d'expression. Que je suis une libérale et je suis très attachée à la liberté d'expression. Je crois que là, il y avait dans sa tribune une volonté un peu de distribuer des bons et des mauvais points. Le sujet est plutôt un sujet de fond. Moi, je ne commande pas les affaires judiciaires, mais il y a quand même un petit sujet de fond sur elle juge les irresponsable pratiques. Oui. Au nom de la défense de la cause des femmes. Oui, de dire qu'effectivement les victimes devraient s'adresser à la presse. Là où je suis d'accord avec elle, c'est qu'il vaut mieux effectivement s'adresser à la justice directement, et puis qu'on peut respecter aussi un devoir de confidentialité et pas d'étalement de tout ça dans la presse. Mais c'est un peu détourner le fond du sujet. Le fond du sujet sur ces affaires, je pense notamment à l'affaire Darmanin, il est quand même, indépendamment de ce que donnera la justice, et une fois encore, moi j'ai pas à me prononcer là-dessus, mais les récits... Vous n'étiez pas pour son départ du gouvernement, hein. Vous n'aviez pas, comme Laurent Wauquiez, réclamé sa démission. Non, mais je considère que la justice doit faire son travail et que c'est pas à moi d'interférer, et je ne connais pas le fond de l'affaire. En revanche, j'ai été choquée comme beaucoup du récit qui a été fait et qui n'a pas été démenti, et qui a même été visiblement confirmé par l'avocat de Gérald Darmanin sur cette espèce d'abus de pouvoir, ou en tout cas qui pourrait être la négociation d'un passe-droit moyennant on n'a pas le résultat. On ne sait pas s'il y a eu un abus de pouvoir et un abus de faiblesse dans cette affaire. Moi, ce que j'ai lu, c'est cette espèce de négociation qui serait intervenue. Précisément, cette espèce de... Oui, mais une fois encore, Elisabeth Martichoux, je ne condamne personne. La justice va faire son travail et je ne suis ni procureur, ni avocat, ni juge. J'ai lu, comme vous, dans Le Monde, le récit de ce qui serait intervenu et il est écrit que ce n'est pas contesté, et c'est plutôt ça, de mon point de vue, qui choque, plutôt que le reste dont je ne suis absolument pas capable de savoir si il y a viol ou il n'y a pas viol, et ça ne me... une fois encore, ce n'est pas à moi de trancher là-dessus. Abus de faiblesse, viol ou pas viol, on n'a pas les résultats de la justice, il faut le dire. Est-ce que plus généralement, vous appréciez la façon dont la ministre, Marlène Schiappa, incarne cette cause des droits des femmes? Est-ce que vous la jugez efficace, utile au gouvernement? Je crois que ce qui est important, et je suis une femme, c'est qu'effectivement on évolue et qu'on puisse rappeler la nécessaire égalité entre les hommes et les femmes, notamment dans les rémunérations, dans les évolutions, qu'on puisse libérer la parole des femmes sur des affaires graves. C'est une bonne chose, je pense, et de ce point de vue-là, j'y suis favorable. Après, je crois qu'il faut toujours raison garder de la mesure et ne pas en faire un combat qui serait contre-productif pour les femmes elles-mêmes. Là, je vous parle plus généralement de l'évolution de ce débat. Est-ce que vous la jugez utile et efficace au gouvernement? Je pense que... Est-ce qu'elle incarne bien? Est-ce qu'elle fait bien avancer la cause des femmes, là où elle est?
Là encore, ça dépend peut-être de ses prises de position. Quand elle rebondit sur l'affaire de la femme assassinée apparemment par son mari, dans l'affaire de Jonathan Laval. Exactement. Peut-être que là, elle a été un petit peu trop prompte à commenter une affaire judiciaire. C'est un sujet prioritaire, la cause des femmes, pour Laurent Wauquiez. Il en aurait fait une grande cause nationale s'il avait été élu à l'Élysée, s'il avait été candidat. Vous savez, grande cause nationale, c'est toujours un mot important. Il y a beaucoup d'autres sujets qui peuvent être des grandes causes nationales, la lutte contre l'Alzheimer. Certainement. Est-ce que là, est-ce que c'est légitime d'en faire dès le début de son mandat une grande cause nationale? Je pense une fois encore qu'il faut raison garder et que les femmes n'ont pas besoin d'être traitées totalement différemment, comme moi je n'aime. En fait. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas nuire aux femmes en faisant trop sur la défense même des femmes. Moi, je suis pour l'égalité, pour la reconnaissance de la complémentarité des talents, pour le fait de ne justement pas dissocier sans arrêt les femmes et les hommes. Et je crois que c'est important, à un moment donné, de ne pas sans arrêt mettre l'argument des femmes en numéro 1. Maintenant, il faut évidemment prôner l'égalité et faire évoluer les mœurs en la matière. Gérard Collomb a confirmé hier le projet de service national obligatoire pour les jeunes. C'est en cours de réflexion, a-t-il dit, mais le principe, il l'a confirmé. C'était une promesse électorale d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous y êtes favorable? Écoutez, si j'ai bien lu les études faites par le Sénat, ça va coûter 30 milliards d'euros sur 5 ans. A-t-on vraiment les moyens aujourd'hui, alors que nous avons besoin d'augmenter les budgets dans la police, dans la justice, dans l'armée, pas forcément pour financer un service national. Donc, à un moment donné, c'est bien de faire des grandes annonces, mais a-t-on les moyens de nos ambitions? Donc, de ce point de vue-là, je n'y suis pas favorable. 30 milliards, c'est la fourchette très haute. Mais peu importe, vous dites que c'est de toute façon aujourd'hui, si on regarde les budgets alloués à l'armée, vous vous rappelez, Emmanuel Macron, en juillet dernier, promettait plutôt une baisse budgétaire. Il est revenu en arrière pour promettre une petite augmentation. Mais quand vous voyez ce que sont les enjeux de l'armée, nous, on est favorable à ce que les moyens soient dépensés autrement. Et donc, pour vous, c'est non? Oui, aujourd'hui, je pense que c'est une mesure, malheureusement, qui était plus de la communication que quelque chose qui va être efficace et en plus qui va coûter énormément d'argent aux contribuables. Quels sont les points communs entre vous et Guillaume Pelletier au parti? Vous êtes tous les deux vice-présidents, à part cette communauté de titres, si je puis dire. Quel est le point commun entre vous, qui encore une fois êtes pro-européenne, libéral, résolument, et puis Guillaume Pelletier qui dit moi je suis pas très libéral. La famille de la droite a toujours été composée de différentes sensibilités. À une époque, vous aviez Charles Pasqua et Philippe Séguin, vous aviez Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, vous aviez Jacques Chirac, vous aviez Édouard Balladur, vous aviez des personnalités qui n'avaient pas exactement la même sensibilité. Pourquoi cette époque changerait, Elisabeth Martichoux? Nous, la force d'un grand n'a plus tout à fait le périmètre qu'il l'avait à l'époque. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois qu'au contraire, la droite, elle doit toujours marcher sur ses deux piliers, les libéraux et les conservateurs. Elle doit continuer à incarner cet équilibre entre plusieurs sensibilités, mais bien sûr que nous avons un socle de valeurs communs. Nous défendons la libre entreprise, nous défendons le travail, le mérite, nous voulons davantage de justice. La liberté, oui. Mais et vous avez fait par exemple une tribune dans l'Opinion très récemment pour vanter le prochain projet entreprise de votre parti auprès des entrepreneurs, amis entrepreneurs, dites-vous. Oui. Mais est-ce que cet électorat que vous tentez de séduire n'est pas effectivement parti à En Marche, ou en tout cas dans le sillage d'Emmanuel Macron? J'ai passé 20 ans dans l'entreprise privée, Elisabeth Martichoux, et je pense que les entrepreneurs attendent des résultats, attendent des mesures concrètes. Évidemment qu'Emmanuel Macron peut être séduisant dans le verbe, il l'est moins dans les faits. Quand vous regardez les chiffres, aujourd'hui, on ne baisse pas la dépense publique. Donc toutes les mesures qui sont annoncées, c'est un bon taux fiscal. Et je mets encore un peu de fiscalité, toujours sur les mêmes, les classes moyennes et les retraités, et on augmente la CSG, et on ne baisse pas la dépense publique. Et qui trinque à la fin, c'est évidemment ceux qui créent l'emploi dans ce pays, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les TPE, les PME. C'est eux qui, une fois de plus, croulent sous l'impôt, croulent sous les normes, croulent sous les réglementations. Et je
retrouve pour le coup beaucoup plus de libéralisme dans ma famille politique que je ne la trouve aujourd'hui au gouvernement. Emmanuel Macron est très centralisateur, le jacobinisme est en marche et il est très étatiste. Il pense que tous les problèmes de la France vont se régler de l'Élysée. Eh bien, je ne partage pas cette vision. Je suis girondine et pas seulement sur ma carte d'identité. Je crois à la décentralisation et je crois à une meilleure gestion de l'argent public et à une baisse des impôts. Virginie Calmels, vous préparez au départ d'Alain Juppé de Les Républicains ? Alain Juppé a expliqué qu'il souhaitait se mettre en retrait de la vie politique nationale. Est-ce que ce serait grave pour le parti qu'il quitte LR? Je crois que, comme évidemment, Alain Juppé est une très grande personnalité de notre famille politique, et moi j'aspire à ce qu'il continue à apporter ses idées dans le débat, et notamment dans le débat européen. Geoffroy Didier a dit, il est porte-parole de votre parti dans le Point, on solderait le vieux monde s'il partait. Vous êtes d'accord avec lui? Je suis première adjointe au maire de Bordeaux, vous ne me ferez jamais dire du mal d'Alain Juppé. Merci beaucoup Virginie Calmels d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Et merci Elisabeth Martucci. Et l'intégralité de cet entretien, excusez-moi, est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à l'une et à l'autre. RTL Matin, 7h56. Dans un instant, c'est Cyprien Sini qui est avec nous. Sephora. Besoin d'une idée cadeau pour la Saint-Valentin? Cette année, oubliez les fleurs en bouquet et offrez-les en flacon. Jusqu'à demain, chez Sephora, les parfums sont à moins 30%. Alors faites plaisir sans vous ruiner. Pour un amour encore plus grand et à moins 30%. Bonne Saint-Valentin chez Sephora.